Bonjour à tous. Bon, c'est bon, je ne vous vois plus. Vous êtes quand même beaucoup. Donc, merci d'être là pour qu'on puisse échanger sur Quarkus. Aujourd'hui, on va parler de Quarkus et expliquer pourquoi on est parti là-dessus, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, et puis voilà, et en filigrane un peu ce qu'on pense nous qui est vraiment une révolution au niveau de Java qui va arriver, qui arrive maintenant, et c'est ce qu'on essaie d'accélérer avec Quarkus. Donc son nom c'est son mojo c'est Supersonic Subatomic Java. On va voir pourquoi on parle d'un outil, c'est superlatif. Alors déjà, à quoi ça sert? Ça sert à écrire des applications, c'est une stack applicative Java, donc ça sert à écrire des applications Java. Allez, je vais les appeler entreprises, parce que ils acceptent de l'HTTP, ils tapent à une base de données, ils font des messages, tous ces trucs-là. D'accord? Notre focus, c'est les architectures un peu cloud native, c'est-à-dire des plateformes qui vous donnent beaucoup d'agilité en termes de déploiement très automatisé, qui vous permettent de déployer un certain nombre d'applications et les coordonner les unes avec les autres. Alors, ça peut marcher en dehors, mais en tout cas, vous savez ce vers quoi Quarkus essaie ce qu'il essaie de résoudre comme problème. Et puis, on se focalise sur Cloud Native, les microservices, donc tout ce qui est 12-factor application, choses comme ça, et jusqu'au serverless, on verra un petit peu pourquoi après. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire des applications grosses, des macroservices, ou peu importe comment vous les appelez. C'est juste que vous savez où est notre objectif. Donc, moi, je m'appelle Emmanuel Bernard, je travaille chez Red Hat. Je suis Distinguished Engineer chez eux. Et j'ai travaillé sur ces choses-là. Oui, je dis travailler, ce n'était pas mon emploi, pour ceux qui étaient au keynote. Et le dernier, c'est Quarkus, que j'ai cofondé avec certaines autres personnes. Et puis Quarkus, c'est mieux quand on montre ce qu'il fait. Donc, on va tout de suite démarrer par une démo. Alors, j'ai un petit peu avancé les choses. J'ai créé une application avec l'outil qui nous permet de créer une application toute simple à partir d'une ligne de commande, d'accord. Ensuite, j'ai copié les ressources web, JavaScript, etc. pour la partie UI qui n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis, j'ai ouvert mon IDE. Et donc, on voit une application, ça c'est pas un IDE, voilà. On voit une application qui est une application JAX-RS avec une ressource Hello World. Jusqu'ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de tout casser. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, Quarkus, un de ses gros avantages, c'est un truc qu'on appelle le live reload, c'est-à-dire qu'on se met en mode développement. Donc, on lui dit, vas-y, compile l'application, et puis mets-toi en mode développement. C'est-à-dire, fais un petit peu comme si c'était une application JavaScript, Ruby, etc., où on n'a pas de packaging, de choses comme ça à faire. Donc là, l'application est démarrée. Là, on voit que ça utilise CDI et REST Easy qui a été démarré. Et puis, je peux commencer à coder. Donc, je vais dire Hello Devox. Et puis, on va aller sur localhost. Donc, par défaut, vous avez une page d'accueil qui vous explique comment avancer sur Quarkus. Mais là, on va taper sur la ressource directement. Et on voit qu'il y a Hello Devox. Alors, je vais mettre Hello Devox France, parce qu'en fait, il faut spécialiser un petit peu. Et là, j'ai tout de suite le résultat qui est arrivé. D'accord? Je n'ai pas packagé. J'ai fait mon changement et il arrive tout de suite là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que je tape dans mon IDE et mon IDE, dès que j'ai fini, il va aller compiler cette classe-là. D'accord? Et Quarkus, en mode développement, ce qu'il fait, c'est qu'il détecte, au moment où on lui fait un rafraîchissement au niveau du navigateur, il dit « Ah, tiens, il y a des fichiers qui ont changé. Ça veut dire que l'application a changé, je vais la redéployer. » Je m'arrête entièrement, je me redémarre entièrement, je me redéploie et je sers la requête. Tout ça en moins de 200 millisecondes. Ça va quand même. OK, donc ça, c'était pour vous expliquer le live reload. Je vais rester en live reload la plupart du temps, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire des choses un peu plus compliquées. On va écrire une application to do. Attendez, je crois que la page, elle est...
Alors ça, c'est le truc voilà, que j'ai copié. C'est une application to-do, sauf qu'il n'y a que le front-end et il n'y a pas le back-end. Donc quand je dis quelque chose ici, il ne se passe rien. OK. Donc, ce que j'ai besoin, c'est d'Hibernate pour stocker mes to-do dans la base de données et d'un certain nombre d'autres dépendances. Donc les dépendances dans Quarkus, on les appelle des extensions. Et on peut les rajouter. En fait, ce sont des dépendances Maven. On va voir des dépendances dans le POM. Et puis, on peut utiliser la ligne de commande pour les ouvrir, pour les ajouter. Ce qui est intéressant et que j'aurais dû faire plutôt dans ce sens-là, c'est qu'en fait, on peut regarder la liste des extensions qui sont disponibles dans Quarkus aujourd'hui. Il y en a à peu près une quarantaine qui vont du Open API, Open Tracing, sécurité, transactions, driver JDBC, etc. etc. Et évidemment, vous avez la liste sur le site web. Et maintenant que j'ai rajouté mes extensions avec cette opération que j'avais fait juste avant, je vais pouvoir me remettre en mode dev. Et ce qu'on va voir, si tout va bien, voilà, mon IDE a détecté qu'il y a eu un changement dans le POM. Et quand on regarde le POM, eh bien, effectivement, j'ai eu des extensions qui ont été rajoutées. D'ailleurs, si on revient ici, on voit que ça a démarré CDI, qui était déjà démarré, REST-easy, qui était déjà démarré, AgroAll, qui est un connection pool, Hibernate ORM, Hibernate Validator, le driver PostgreSQL, puisque ma base de données derrière, c'est PostgreSQL, le moteur de transaction, et puis le binding JSON. Il manque... OK. Truc bizarre. Non, c'est bon. Oui, il y a un truc qui s'appelle Hibernate ORM Panache. On va voir, c'est une version pour aller un peu plus vite sur les cas communs dans le développement applicatif. OK, on va coder maintenant. Alors, il faut faire mon back-end d'application to-do, d'accord? Donc, je fais une ressource. Alors, nous, on utilise REST-easy, donc JAX-RS, donc j'utilise les annotations standards. Je vais mettre ça voilà, au niveau API. Je vais lui dire que je vais consommer du JSON. Media type. Alors ça, on va voir. Non, c'est pas celui-là. Voilà, celui-là. Et puis, je consomme et je produis du JSON. C'est important parce que du coup, on va voir un peu plus tard, mais Quarkus, du coup, il sait exactement que vous voulez utiliser JSON et du coup, on a les bonnes extensions qui sont appliquées. Et je vais afficher retourner la liste des to-do. Donc, c'est une liste de to-do. Get all. Et puis, alors la to-do, c'est quoi? C'est un objet, c'est l'objet JSON. Donc, je vais refaire une représentation Java de cet objet. Et puis, comme là, c'est une application simple, ça va être aussi mon entité au sens Hibernate. Donc, je vais faire add entity. Et puis là, je vais utiliser ce fameux Hibernate avec Panache, Hibernate with Panache. Donc, je vais étendre la classe qui s'appelle Panache Entity. Vous pouvez utiliser Hibernate de manière normale, après injectant l'Entity Manager et travaillant avec l'Entity Manager. Là, on va voir ce que fait Hibernate with Panache, qui, dans ce cas-là, implémente le pattern Active Record. On va voir qu'il y a deux modes vers la fin de la présentation. Donc, l'avantage quand j'étends Panache Entity, c'est que l'identifiant, il est déjà là. En fait, donc, du coup, je n'ai pas à le rajouter. Donc, ça, c'est pas mal. De toute façon, on en a toujours besoin d'un. Et puis, je vais avoir un titre. Alors, c'est du JPA normal, hein, donc je vais mettre que la colonne elle est unique. Et puis je vais utiliser Hibernate Validator, donc je vais lui dire que c'est pas blanc et que ça ne doit pas être nul. C'est bon? Ouais, c'est le bon. Qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter une URL. Je vais rajouter l'ordre, puisqu'il y a des priorités. Il y a des priorités dans les to-do normalement. Et puis comme order, c'est un nom, c'est un mot-clé de SQL, je vais renommer ça. Jusqu'ici, tout va bien. Et puis, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, j'ai oublié quelque chose. Titre, URL, order. Ah oui, est-ce que là, j'ai fini la tâche? Public boolean. J'ai les doigts froids aujourd'hui.
Alors, j'ai utilisé des champs publics. Ça paraît un petit peu bizarre, un peu à l'encontre de l'encapsulation, etc. Pour ceux qui utilisent Lombok, c'est un peu le même principe. Là, vos champs, ils sont publics parce qu'il n'y a pas de valeur à avoir des getters et des setters, d'accord? Si vous voulez rajouter des getters et des setters, vous pouvez, par exemple, si vous voulez toujours retourner le titre en majuscule, ben, vous allez avoir un getter qui va faire un to uppercase, et puis retourner ça à l'application. Quarkus, il fait plein de choses au build time, et du coup, il fait de l'amélioration de bytecode, et du coup, il va être capable de regarder tous les appels à title et les transformer à l'appel à getTitle plutôt qu'au champ title. Donc, au final, vous avez l'encapsulation. Simplement, au niveau du code, on va voir, c'est plus simple pour vous. Donc, ben, j'ai ma to-do, j'ai ma ressource, je vais importer ma liste. Et puis maintenant, il faut que je ramène toutes les entités. Donc, il faut que j'écrive ma requête. Et c'est là où le Active Record, c'est un peu le mélange entre merge entre votre entité et votre repository ou votre DAO, ça dépend comment vous l'appelez. Et puis, il y a un certain nombre de méthodes par défaut, notamment la list all. Et puis, je vais ordonner par le classement des tâches. Et puis, ben, je ne vais pas recharger l'application, mais juste, je rafraîchis. Et là, j'ai un problème. Hibernate n'a pas réussi à deviner le dialecte et le driver du JDBC. Bah oui, j'ai oublié de mettre la configuration en base de données, de la base de données. Donc, là, je vais tricher un tout petit peu. Hop. Je vais la copier. La configuration à la base de données, je vais la mettre dans la ressource. Il y a un fichier de ressource central dans Quarkus qui est application.properties. Je mets l'URL, le driver, username, password. Ces deux-là qui sont pratiques en approche de développement, et c'est tout. Je n'ai pas de persistance.xml. Je peux en mettre un si j'ai envie, mais de manière optionnelle, on l'infère pour vous, donc vous n'avez pas à faire cette cérémonie extra. Vous avez vu, je n'ai pas redéployé l'application, ça fonctionne. Par contre, il n'y a rien dedans. Alors, il n'y a rien dedans parce que je n'ai pas mis de données. Donc là encore, je vais créer mon jeu de test. Que je vais prendre d'ici. Et puis, pour ceux qui connaissent Hibernate, vous avez un fichier de ressources qui s'appelle import.sql. Et puis, je reviens ici. Non, pas ici, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait alors, on va faire comme ça. Profile. Ouais, c'est ça. Viftimax. Alors du coup, j'ai un peu gâché mon effet. Voilà. En tout cas, les données. En fait, Quarkus, il est aussi intelligent. Il sait. Enfin, Hibernate lui dit, bah moi, je veux écouter import.sql. Donc dès qu'il y a un changement, redéploie l'application. Et maintenant, j'affiche les informations. Par contre, je peux toujours pas créer l'entité parce que j'ai pas écrit l'opération de création. Il y a sur GitHub, sur cscofier / quelque chose, il y a le code entier. Donc je vais m'arrêter là au niveau de la démo. À part une chose, c'est que un autre avantage de Quarkus, c'est qu'il permet de démarrer très rapidement et d'avoir un espace mémoire très faible. Ça marche très bien sur Java. Donc si je fais un Maven package et que je regarde dans le target, le test il va failer. Alors ça monte, c'est bien parce que j'ai oublié de vous montrer les tests. Les tests ici, vous vous rappelez, c'était Hello Devox France. Donc on va corriger le texte. Test. Dur à dire ça. Et le add Quarkus test, ça va en gros faire exactement comme le mode dev. Ça va démarrer entièrement l'application Quarkus, le moteur transactionnel, Hibernate, etc., etc. Exécuter les tests. Et là, il ne passe pas. Bah oui, parce qu'il y a... Et personne ne me dit, vous êtes vraiment des salauds. Je ne veux pas dire, mais hier, ils m'ont aidé quand j'ai fait des bêtises comme ça. Voilà, donc là, ça passe. Donc, du coup, je vais aller un petit peu plus vite. Je peux mettre en... aujourd'hui, ça va pas. En fait, il y a un profil natif dans les choses qui sont générées qui va me permettre de générer une application native, compilée en mode natif grâce à GraalVM. Je vais démarrer ça, puis je vais mettre une petite notification parce que ça prend un certain temps. Je vais revenir sur les slides en attendant. On va expliquer ce que c'est une application native. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait Quarkus rapidement.
La tendance, c'est qu'au lieu d'avoir une grosse application sur laquelle on met 20 personnes et qui bossent à temps plein et qui réalisent tous les 9 mois, 9 à 12 à 18 mois, en fait, on fait des microservices. Donc, on l'a découpé en morceaux plus petits et en fait, on a ces microservices qui fonctionnellement représentent ce que faisait le monolithe. Et puis, on peut imaginer le futur, on est carrément juste avec des functions as a service, où là, il y en a beaucoup plus. Donc, c'est des chiffres un peu au pif, évidemment, mais un monolithe égale 20 microservices égale 200 fonctions, on imagine un peu la théorie. Et pour moi, c'est un petit peu c'est un continuum, en fait. Vous pouvez faire un monolithe coupé en 4, en 8, etc. C'est un peu à vous de voir en fonction de votre évolution. Quelque chose qui est intéressant, c'est que les 20 personnes qui bossaient sur le monolithe, malheureusement, les développeurs, on ne les multiplie pas non plus. Donc, en général, vous avez 20 personnes pour travailler sur les 20 microservices. Donc, ça veut dire que pour chaque microservice, on va avoir moins de temps en termes de cérémonie, de temps pour installer l'application, la préparer, etc. Donc, la vitesse de développement, elle est importante puisqu'on a plein de choses à gérer au final, en tout cas par personne. Et pour les fonctions, ce qui est intéressant par rapport aux microservices et aux monolithes, c'est que les fonctions, elles sont exécutées, puis elles peuvent redescendre à 0. C'est-à-dire qu'il ne reste pas une seule instance de l'application que je peux monter à 5 instances et redescendre à 1. Ça redescend à 0, ce qui fait que le redémarrage à froid est important. Donc le startup time est important. Et pourquoi on s'est mis à découper des monolithes? Eh bien, pour être plus agile. Et l'idée derrière ça, c'est... L'idée, c'est de dire j'ai un monolithe qui est totalement isolé du reste de l'univers, un microservice qui est totalement isolé du reste de l'univers. Donc, je peux, en termes de cycle de vie, de développement et de redéploiement, mon microservice numéro 2, il a du code applicatif et ses données, et puis je peux décider de le réécrire entièrement ou de l'adapter sans avoir d'influence sur les autres. Pourvu que les flèches qui vont entre ces fameux îlots de microservices, en fait, ça soit un contrat assez clair avec un schéma. C'est peut-être des messages qui sont passés, c'est peut-être la copie de données, c'est peut-être un appel d'API, peu importe. Mais en tout cas, je peux travailler sur le microservice numéro 2, par exemple rajouter une fonctionnalité qui est hyper urgente, la redéployer, peut-être migrer plutôt d'une base de données traditionnelle vers une base de données en mémoire parce que j'ai des problèmes de scalabilité qui deviennent différents sur ce monolithe numéro 2, sans affecter les autres. Donc on n'a pas un lien fort technologique et fonctionnel entre les différents microservices. Ce qui permet d'être beaucoup plus réactif au niveau du métier, et notamment dire je vais rajouter un nouveau microservice pour cette nouvelle fonction sans affecter le reste de l'écosystème. Et donc on n'est plus dans des cadences imposées du monolithe avec des déploiements à 9 mois, 12 mois, etc. On est plus rapide. Et tout ça, c'est activé par ces plateformes qui sont beaucoup plus dynamiques en termes de déploiement, Kubernetes, votre cloud provider favori, je sais pas moi, Google, Amazon, Clever Cloud, etc., etc. Donc, on a décidé qu'on faisait plein de microservices. Et là, on se dit, OK, Java, microservices, OK, on y va. Et là, il y a un truc qui n'est pas toujours trop dit, mais Java, en fait, déjà, il est un petit peu lent à démarrer par rapport à d'autres technologies. Et l'occupation mémoire, elle est assez forte, surtout pour les applications petites. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on dit, moi, je démarre Java avec 30 mégas de heap, ce n'est pas 30 mégas qui est consommé au niveau de ma machine, c'est plutôt quelque chose comme 200 mégas ou 250 mégas qui est consommé. Qu'est-ce qui se passe? On a le heap qui fait effectivement 30 mégas, qui est l'espace dans lequel les données de votre application vont être, et on a le metaspace qui contient notamment les informations sur les classes. Les informations sur les classes, c'est quelles sont ces superclasses, ces interfaces et ces machins, quelle partie a déjà été compilée, les informations pour faire du linkage dynamique et des choses comme ça, les informations statistiques d'appels, de méthodes pour que le JIT ait des informations pour décider ce qu'il doit optimiser ou pas. Donc ça prend de l'espace. Et c'est aussi pour ça que c'est un petit peu lent à démarrer, surtout que Java, en tout cas historiquement, le JDK avait pas mal de dépendances entre les différentes zones, et du coup, on chargeait beaucoup de choses juste pour un Hello World. Ça s'est pas mal amélioré ces derniers temps. Et du coup, quand on regarde un déploiement, non pas de un monolithe, mais de 20 microservices, et ce coût-là,
surtout pour des applications qui sont très focalisées, très petites, eh ben, il est quand même assez énorme. Là, c'était vraiment le cas extrême, là, les fameux 30 mégas versus 250 mégas. Mais si on a un rapport à 80% de choses qui servent à rien, entre guillemets, par rapport à la mémoire effectivement utilisée, on est carrément moins compétitif par rapport à d'autres plateformes. Et on voit certaines équipes qui aiment bien leur écosystème Java, mais qui sont sous la pression, contraints de passer à d'autres plateformes qui sont moins coûteuses. En termes de mémoire, en tout cas. Ça va jusque-là? OK, du coup, on va pouvoir revenir à l'application. La compilation a fini. Vous avez vu, ça a pris 2 minutes. Donc, la compilation native, elle prend pas mal de temps. Je vais expliquer pourquoi après. Et en tout cas, au niveau de mon target, j'ai mes fameux jars. Donc, je pourrais faire un Java -jar et mon runner et puis lancer l'application. Mais je peux aussi maintenant lancer l'application native. Donc, je vais faire target Quarkus conf1.0 runner. Je le lance. Ça y est, elle a démarré. Je vais le refaire. Ça y est, il a démarré. OK. Et il a démarré et puis il sait faire des choses. Hein. Si je rafraîchis ici, j'ai effectivement les données et puis je rajoute... Ah ben non, je n'avais pas écrit cette partie-là, mais en tout cas, vous voyez que ouais, bon, ça va. J'ai effectivement pas écrit toute la création, la mise à jour, etc. Donc le back-end ne fait rien dans ce cas. Bref, on va revenir au slide, ça sera plus facile. Donc vous avez vu le temps de démarrage extrêmement rapide. Je ne vous ai pas montré la mémoire, mais vous allez me croire sur parole, c'est des ratios comme ça, voire pire sur des petites applications comme ça. Et c'est pour ça qu'on a fait Quarkus. Ce qu'on a vu, c'est que Java, à la limite, quand on commençait à avoir des applications de plus en plus petites, on avait cette grosse contrainte de l'espace mémoire utilisé par les classes. Donc, vous pouvez, alors nous, chez Red Hat, on a toute la stack. Donc, on était là, on parlait à l'équipe OpenJDK. Ouais, c'est de votre faute. Vous prenez plein d'espace pour des trucs qui ne servent à rien. Et eux, ils disent non, mais c'est votre faute. Vous avez vu les frameworks de middleware, le nombre de classes que vous générez juste pour faire un accès à une base de données. Donc, bref, on n'a jamais réussi à résoudre ce débat. Et quand on a vu GraalVM, donc la compilation ahead of time, c'est pas la première fois qu'on a la compilation ahead of time en Java. Il y a le backend Java de GCC, un certain nombre d'autres expériences. Mais GraalVM arrivait avec les bonnes hypothèses et les bonnes approches et les bons trade-offs. Et quand on a vu ça, on a dit OK, c'est le moment de révolutionner non pas juste la JVM, mais aussi l'écosystème de la façon dont on écrit les applications. Donc, moi j'appelle ça le middleware, mais et c'est pour ça qu'on a lancé Quarkus. Alors, qu'est-ce que c'est Quarkus? Qu'est-ce que ça amène? Ça amène 4 choses. Le premier, c'est qu'il y a un focus extrêmement fort sur la facilité de développement. Ce qu'on veut, c'est que le temps entre l'écriture de la fonctionnalité et le résultat soit le plus court possible. Le temps de retour entre votre code, trouver l'erreur, la corriger et avancer soit le plus court possible. D'accord? Donc, déjà, ça s'appuie sur des standards et des librairies que vous connaissez. Donc, vous n'avez pas réinventé la roue en termes de connaissances. Donc, il y a plein de choses que vous connaissez déjà. Ensuite, on a essayé de simplifier la cérémonie. Tiens, non, j'ai un persistence.xml pour Hibernate, et puis j'ai un autre fichier qui est complètement séparé pour telle autre partie. Le plus possible, on a essayé de centraliser tout ça dans le fichier application.properties et faire des hypothèses assez fortes sur le choix de votre application pour garder la configuration la plus simple possible. Le live reload, alors il n'y a pas l'IDE, il est le plus simple possible. Il n'y a pas de plugin ou quoi que ce soit. On a démarré le mode live reload. On édite, on sauve, l'IDE vous compile le fichier et Quarkus détecte ces changements-là et va redéployer l'application extrêmement rapidement. On a simplifié les cas d'usage communs. En tout cas, on n'a pas fini, hein, c'est un travail de longue haleine, mais vous avez vu l'exemple avec Hibernate with Panache. On a fait des choix qui vous permettent d'accélérer l'approche de développement sur les cas communs, le CRUD de vos entités, etc., etc. Et puis la génération d'images natives, c'est assez compliqué la ligne de commande à faire à la main. Là, vous avez vu, il y a une petite ligne à écrire et la compilation est faite pour vous. On va voir que Quarkus aide beaucoup à ce niveau-là. Le deuxième avantage, c'est la consommation mémoire. Quand on regarde une appli, alors c'est encore plus flagrant sur une application qui fait que du REST, mais on va dire qu'on écrit des vraies applications. Donc c'est du REST plus de l'accès à la base de données.
Quand on prend une stack concurrente moderne, enfin non Quarkus moderne, on a en consommation RSS, c'est-à-dire la consommation totale, pas juste le heap, on est à peu près à 218 mégas consommés en pratique. Quand on utilise OpenJDK, donc le Java, la machine virtuelle que vous connaissez avec Quarkus, on est quasi divisé par 2. Déjà, un avantage certain. Et quand on fait la compilation native, là, on gagne encore un facteur 8 à 10 en fonction de l'application. Donc ça, c'est vrai pour la mémoire. Donc ça, c'est cool en termes de densité, notamment de vos déploiements, de vos containers. Et c'est vrai aussi pour le temps de démarrage. Il y a beaucoup moins de classes qui ont à être gérées. Et du coup, au lieu de prendre 10 secondes pour démarrer, on prend 2 secondes et demie avec la même JVM et on prend un demi-centième, un demi-dixième de seconde, pardon, pour démarrer l'application. Non, un demi, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui, c'est pas juste démarrer, parce qu'il y a certains frameworks qui démarrent et qui, en fait, ne font l'initialisation qu'à la première requête. Donc, ce qu'on a, c'est démarrage, première requête, premier résultat. Là, ça inclut l'accès à la base de données. Donc, ces chiffres-là, ils correspondent à littéralement la première requête de votre premier utilisateur. Le troisième avantage qu'on a, c'est aujourd'hui, il y a des gens qui vont sur le chemin réactif parce qu'ils ont des besoins en termes peut-être de scalabilité ou en termes de résilience de leur système. Ils partent sur une approche réactive plutôt qu'une approche impérative, bloquante, on va dire plutôt. Et le problème, c'est que c'est des stacks qui sont séparés. Vous avez un univers avec votre CDI et votre Hibernate, etc. Et puis un autre univers avec votre Vertex et les différents connecteurs Vertex. Donc, c'est à vous de choisir. Et du coup, c'est deux approches et des connaissances différentes. Donc là, notre objectif, c'est d'unifier tout ça avec des API qui sont similaires, à part les types de retours qui vont être non bloquants dans un cas et bloquants dans un autre. Donc, c'est vraiment la stratégie d'unification qu'on veut avoir. Quand vous avez à utiliser du réactif, vous le faites. Vous pouvez mixer du réactif et du non réactif dans la même application et vous avez un choix à ce niveau-là. Et le troisième point, c'est effectivement, on s'appuie sur les standards que vous connaissez. Donc, je répète ma blague, mais vous avez déjà tous 3 à 5 ans d'expérience sur Quarkus, ce qui est cool puisqu'il est sorti qu'il y a un mois. D'accord ? Vous connaissez Hibernate, vous connaissez REST-easy, vous connaissez CDI, etc., etc. Donc, vous réutilisez vos connaissances. OK, on va discuter de GraalVM. GraalVM, c'est une machine virtuelle différente. Simplement, le nom est assez surchargé. Il y a plein de choses dans GraalVM, notamment la partie polymorphique qui permet de compiler nativement plusieurs langages et les faire communiquer les uns avec les autres. Ça, c'est la partie truffle. Mais ce qui va nous intéresser dans GraalVM, c'est les choses en rouge. Donc, c'est les librairies Java, Java Lang, etc. C'est le compilateur Graal qui est... JavaC, c'est le compilateur qui prend le code Java, qui le compile en binaire, en bytecode. Et le compilateur dont je parle ici, Graal, c'est un compilateur qui prend le bytecode et qui le compile dans les instructions natives de votre système d'exploitation et de l'architecture qu'il y a en dessous. D'accord ? Hotspot, il a un compilateur qui s'appelle C2, qui est un mélange de C, de Java, etc., qui montre son âge en termes de maintenance et d'optimisation qu'ils ont pu faire. Et donc, le choix a été fait par l'équipe OpenJDK de réécrire ce compilateur-là en pur Java, et son nom de code, c'est Graal. Et donc ça, c'est un compilateur qu'on peut utiliser dans Hotspot, d'ailleurs. Et je crois que c'est Twitter qui fait ça. Et Substrate VM, c'est quelque chose qui prend le compilateur Graal et qui compile au build l'entièreté de votre application. Donc ça crée un binaire exécutable, dans mon cas pour mon Mac, si vous mettez ça dans un Docker pour votre Linux. Donc c'est une JVM qui a un garbage collector, mais qui fait toute la compilation au moment du build, donc il n'y a pas de JIT. Ça prend l'ensemble de votre code, et ça fait une closed world assumption, donc une hypothèse de monde clos. C'est-à-dire qu'on estime que tous les chemins de code possibles sont présents ici. Donc, il les analyse et il regarde tous les chemins de code qui ne sont jamais parcourus. Tiens, ce champ, il n'est jamais utilisé. Tiens, ce morceau de méthode n'est jamais utilisé. Et donc, il élimine ces morceaux de code et la compilation, c'est uniquement la partie qui reste utile et effective. Donc ça fait des binaires qui sont très, très compacts, très, très petits.
ce qui explique l'avantage. Il n'y a pas de JIT puisqu'on a tout compilé dès le début. Donc ça, c'est les fameuses, le metaspace qui était pas mal consommé par les classes, là, diminue beaucoup. Et puis, il y a pas mal de choses qui sont faites dès le début au moment de la compilation, ce qui fait que quand on démarre très très vite. D'accord? C'est comme ça. Donc cette hypothèse de closed word assumption, elle est très importante parce que du coup, de ces super avantages vont aussi découler des inconvénients assez super aussi. C'est cela. Donc aujourd'hui, je ne vais pas avoir le temps d'aller sur tous les inconvénients, mais j'en ai présélectionné un certain nombre. Vous ne pouvez pas faire de class loading dynamique. D'ailleurs, il n'y a pas de class loader. Donc vous ne pouvez pas dire je vais aller charger au runtime une classe qui est quelque part, la charger et puis l'utiliser dans mon code. Puisque tout a été compilé et on assumait qu'on avait déjà tout le code. Donc tous les morceaux de code qui n'étaient pas nécessaires ont été enlevés. Déjà, donc votre classe, ces morceaux de code n'existent pas. Et puis si cette classe fait un appel à une autre méthode qui, pour le coup, avait été enlevée parce que non optimisée, eh ben, ça ne fonctionne pas. D'accord ? Donc c'est un choix très structurant. Et quand on regarde l'écosystème, notamment de middleware, que ce soit du Spring, du Hibernate, etc., on fait plein de choses au démarrage. Et plein de choses assez dynamiques. On va aller lire les classes, faire de la réflexion dessus, etc. Ce qui fait qu'on ne sait pas exactement les bouts de code qu'on utilise vraiment. Alors, il y a des choses qui sont supportées, mais il faut aider GraalVM, il faut aider SubstrateVM. La réflexion déjà. On ne peut pas faire de la réflexion sur une classe de manière arbitraire. Pourquoi ? Parce que si la classe n'est pas référencée physiquement, eh ben, elle est optimisée, donc elle s'en va. Donc il faut donner à GraalVM la liste des classes sur lesquelles on a envie de faire de la réflexion, voire même les champs, les propriétés, etc. Et à ce moment-là, GraalVM va dire, OK, non seulement le main ne doit pas être enlevé, puisque c'est du main et de tous les chemins d'exécution à partir de main qui sont intéressants, mais aussi toutes les classes sur lesquelles il m'a dit, je vais faire de la réflexion. Donc si on met toutes les classes de l'application dans cette liste de classes pour faire la réflexion, on tue complètement le dead code optimization de GraalVM. Donc il ne faut pas faire ça, il faut vraiment se limiter aux classes qui sont vraiment nécessaires. Pareil pour les proxys dynamiques, on peut en faire, mais il faut lister au moment de la compilation la liste des interfaces sur lesquelles on a envie de faire du proxy. Invoke Dynamic ne fonctionne pas, mais les lambdas fonctionnent. Ouf, on n'est pas obligé de revenir à du Java 7. On peut utiliser les lambdas. Les threads fonctionnent, donc ça c'est cool. Le static initializer, il est un petit peu particulier. On a en Java, en fait, les blocs statiques ne sont initialisés que quand on charge la classe, en fait, quand on a à l'utiliser la première fois. Donc c'est de l'initialisation lazy. Ce qui est utilisé par pas mal de frameworks pour dire, bon, je dépends de tel bout de code, mais en fait, tant que la dépendance n'est pas utilisée, ce bout de code ne va pas être chargé. Du coup, tout ce chemin de dépendance n'est pas utilisé. GraalVM, il est obligé de voir tout l'univers. Donc, il regarde tous les chemins, il compile tous les chemins. Donc, il initialise de manière agressive tous ces blocs statiques. Ce qui fait que tous les frameworks qui initialisaient de manière lazy les choses, tout est initialisé de manière agressive et du coup, ça ne fait pas exactement ce qu'on veut. Donc, les frameworks doivent évoluer un petit peu sur ces points-là, sur la réflexion, sur le dynamic proxy, sur les static initializers. D'accord ? Et c'est ce que Quarkus veut amener, finalement, c'est un framework pour aider les autres frameworks à travailler sur GraalVM et à contourner ces problématiques, plutôt à embrasser ces problématiques. Voilà. Et pour que vous, en tant qu'utilisateur, vous puissiez écrire une application, l'utiliser Hotspot ou utiliser SubstrateVM selon vos besoins. Alors, comment ça marche Quarkus ? Eh bien, tout ce côté dynamique de l'univers des frameworks d'entreprise, entre guillemets, qui fait plein de choses au démarrage, du scanning, du parse, etc. Tout ce côté dynamique qui est finalement un peu problématique pour GraalVM, eh ben on le déplace au moment du build. D'accord ? Donc on fait la compilation, vous avez votre point jar, et ensuite on a toute une phase au build time sur laquelle on va faire ce qu'un framework fait au démarrage. Alors qu'est-ce que ça fait un framework au démarrage ? Déjà, ça parse les fichiers de configuration. Tiens, j'ai le persistence.xml dans lequel il y a des informations. Donc là, je vais aller le parser. Ensuite, je vais lire le class path et regarder, par exemple, dans le cas d'Hibernate, toutes les classes qui ont entity. Spring, pareil, fait tous les auto, je sais pas quoi. Et puis, même au sein d'une classe donnée, on va aller scanner cette classe-là pour savoir quels sont les getters, quels sont les types de retour. Donc, on a
on récupère de la métadonnée qui va être utilisée par le framework. Et puis, à partir de cette métadonnée, on crée un métamodèle qui va être utilisé au runtime du framework. Ce métamodèle, par exemple, dans le cadre d'Hibernate, on construit la requête SQL qui correspond à telle entité. Et puis, au moment où vous allez vouloir sauver cette entité, eh bien, on va aller pouvoir récupérer cette requête SQL qui a déjà été préconstruite et l'utiliser. C'est ça ce que j'appelle le métamodèle qui est utilisé au runtime. Et puis, on va préparer la réflexion. Si on a à faire de la réflexion, on va avoir l'objet field, l'objet méthode, et puis on va pouvoir faire de l'invocation dessus. Et puis, on va construire les proxys. Et bien, tout ça, on peut le faire au build time. Ce n'est pas forcément de la réflexion, ça peut être générer des classes qui font l'équivalent de la réflexion. Pareil pour les proxys, au lieu de faire un proxy, on va créer une classe qui va faire le job lui-même. Et puis, finalement, les frameworks, ils ont besoin de démarrer et de lancer des threads, lancer l'accès à la base de données, etc., etc. Donc, tout ce qui n'est pas en italique, on peut le faire au build time. Et c'est ce que fait Quarkus. C'est ce que Quarkus aide les autres frameworks à faire. C'est quoi l'avantage de faire ça au build time? Eh bien, on fait le job une fois, au moment du build, et pas à chaque redémarrage. C'est pour ça que c'est plus rapide à démarrer. L'autre avantage, c'est que quand on regarde, il y a certains frameworks dont la part de classe qui correspond au boot est quand même assez importante, parce qu'il y a beaucoup de code, beaucoup d'intelligence là-dedans. Ne serait-ce que parser du XML, on n'imagine pas le nombre de classes dont on a besoin pour faire ça. Eh bien, puisqu'on a déjà tout fait ça au build time, eh bien, toutes ces classes-là, elles n'ont pas à être compilées, elles n'ont même pas à être chargées par hotspot, et du coup, on a moins d'espace consommé dans le metaspace. Donc, la JVM consomme 2 fois moins d'espace. Vous vous rappelez le chart avec les trois types de consommation mémoire. Et pareil, la réflexion, on peut l'éviter en générant des classes, en faisant de la génération de bytecode. Et c'est comme ça qu'on gagne beaucoup en termes de bénéfices. Le troisième point qui est important, c'est que GraalVM, il a besoin d'informations. Vous vous rappelez les limitations, la réflexion, c'est OK, mais vous me donnez la liste des classes. Les ressources, les fichiers de ressources, là, les imports.sql, etc., il faut les lister, il faut les donner à GraalVM pour qu'il puisse les mettre dans le binaire. Donc, soit vous faites ça à la main, chaque utilisateur à la main remplit un fichier. Alors, c'est un fichier JSON un peu pénible, par exemple, pour la liste des classes sur lesquelles on veut faire de la réflexion. Soit quelqu'un d'autre le fait pour vous. Et quand on regarde les frameworks comme Hibernate, il sait la classe sur laquelle il a besoin de faire de la réflexion. Au build time, il détecte tous les entities et il dit cela, je dois faire de la réflexion dessus. Donc on peut passer l'information à GraalVM. Donc le boulot de Quarkus, c'est de demander à Hibernate c'est quoi les classes sur lesquelles tu as envie de faire de la réflexion et de passer cette information à GraalVM pour faire la compilation. Ce qui fait que pour vous, en termes d'utilisation de GraalVM, vous avez juste à faire mvn mvn package -p native et la compilation se fait. L'autre travail, c'était de minimiser les dépendances, d'aider le dead code elimination. Le dead code elimination, il est là pour optimiser le code. Quarkus, il est là pour optimiser, mais à un niveau au-dessus, au niveau des frameworks. Telle dépendance, on n'en a pas besoin. Tel morceau du code, c'est du cache, c'est de l'appel JMX, tu ne l'as pas activé dans ta configuration, puisque je connais ta configuration au build time, je le désactive. Donc ça aide, en fait, ça amplifie l'effet de dead code elimination, l'effort qui est fait sur Quarkus. Alors Quarkus, c'est ça, c'est tout ce qui est en bleu. Donc 80% de son boulot, il est fait au build time, comme j'ai dit, donc c'est exposé comme un plugin Maven ou un plugin Gradle. Et puis il y a des outils qui sont là pour soit lire les métadonnées sans avoir à charger les classes, ou générer des classes sans avoir à écrire de bytecode, interagir avec Graal, et surtout, il y a tout un écosystème d'extensions qui utilise le framework d'extension Quarkus. Quarkus, finalement, c'est le framework d'extension Quarkus, c'est un framework pour que les frameworks puissent démarrer au build time. Ça va ou je refais? On déplace, c'est un outillage pour déplacer le démarrage au build time. Alors, je vais discuter un petit peu plus rapidement là-dessus. Les tests, on a vu, ils démarrent entièrement l'application, parce qu'on démarre extrêmement vite. Vous faites le add Quarkus test qui va faire cette phase de build, et vu qu'on a l'application à peine compilée, il refait cette phase de build, la phase de démarrage de Quarkus. Il démarre le test, et puis après, vous pouvez faire de l'injection, tester via REST ou en utilisant le bin en tant que tel. Voilà, il n'y a pas de trick là-dessus, et ça simplifie beaucoup, il n'y a pas de magie qui est rajoutée.
On a vu un petit peu Panache, donc vous avez vu, c'est une entité qui est aussi votre DAO en un seul truc, en utilisant les champs, ce qui fait qu'au niveau du côté client de cette entité, en fait, on tape vite les choses, on fait autocomplete, ça va rajouter le champ grâce à votre IDE et les quick fix. Donc c'est un mode de développement extrêmement fluide. Et les requêtes, elles sont assez... alors ensuite, il y a un certain nombre de méthodes qui sont là, la list all, find by ID, persist, voilà, toutes les méthodes dont vous attendez, ce qui fait que vous n'avez pas à injecter l'entity manager pour faire ce genre de choses. Et au niveau des requêtes, ces morceaux-là, c'est un morceau de JPQL, un morceau de HQL. Quand on regarde, on sait qu'on fait une requête sur to-do. Donc Panache, il infère que la requête, c'est select to-do selecté from to-do t, where completed equals false. Pour un truc un peu plus compliqué, where completed equals le premier paramètre et le titre est like le deuxième paramètre. Donc en fait, c'est du HQL, sauf qu'il est beaucoup plus compact grâce au fait qu'il soit contextuel. Et puis évidemment, pour les trucs un peu plus fonctionnels, où si on mettrait des méthodes custom dans notre DAO, eh bien, on peut écrire la méthode et utiliser aussi ces opérations. Du côté client, du côté consommation des fameuses entités Panache, enfin entités Hibernate Panache, eh bien, on fait to-do point et on a la liste des opérations. Ramène-moi toutes les entités, ordonne-les, persiste l'objet. Au fait, là, ça démarre le moteur transactionnel. C'est rapide aussi. Et puis là, c'est ma méthode custom search sur laquelle je vais passer le paramètre. On peut faire du paging, on peut ordonner les résultats, le requêtage contextuel dont je vous ai parlé. Et il y a des gens qui embrassent complètement le mode Active Record, notamment avec les méthodes statiques ici. Il y en a qui sont assez fanats du mock. Et du coup, les méthodes statiques, comment on fait pour faire du mock dessus? Donc, il y a un moyen d'utiliser le pattern repository ou DAO. Donc, ça, c'est à droite. C'est un petit peu plus verbeux. Donc, après, c'est à vous de choisir. Donc, au lieu d'avoir le to-do qui représente aussi les méthodes de requêtage, et puis côté client, on a juste à faire to-do point et la méthode. Là, on va créer un repository. On va étendre Panache Repository, on va mettre nos méthodes là-dessus. Pareil, le repo, il a find by ID, etc., list all, etc. Et puis au niveau de la ressource, au niveau de du côté client du code, on injecte le repository et puis on peut utiliser les méthodes. J'ai été un petit peu long. Vous pouvez aller lire un peu plus sur quarkus.io. Et voilà, la clé, c'est une stack applicative pour faire des applications Java. Dans des environnements cloud native, c'est en tout cas là où on veut aller. Et ça fonctionne super bien avec Hotspot. Et ça fonctionne du feu de Dieu avec GraalVM. Toutes nos extensions fonctionnent avec GraalVM. C'est-à-dire que ce n'est pas un écosystème où de temps en temps, vous pouvez faire marcher le truc. Il y a 100% des extensions qui fonctionnent avec GraalVM. Et des API que vous connaissez déjà. Et il va me rester 3-4 minutes pour répondre à vos questions. Ouais, il y en a par là. J'entends pas assez, en fait. Ouais, la question, c'est est-ce qu'on supporte d'autres langages que Java? Alors, il y a deux réponses à ça. La première, c'est oui, il y a une extension Kotlin. Alors après, on n'est pas des experts Kotlin, donc si il y a des choses qui ne fonctionnent pas assez, venez, on va échanger, faire du feedback là-dessus. Mais il y a une extension Kotlin pour développer en Kotlin sur Quarkus. Et après, je sais qu'il y a des gens qui ont exploré le côté polyglotte de GraalVM pour utiliser des langages, par exemple JavaScript, et faire son application en Quarkus. Moi, je n'ai pas regardé, donc je ne sais pas trop, mais j'ai vu des gens discuter de ça. Ouais. Bonjour, merci. Est-ce qu'il va falloir que je tune mon infra Jenkins pour compiler? Est-ce qu'il va falloir que je tune mon infra Jenkins pour compiler? Je vais dire non, à part une chose. Il va falloir installer GraalVM dessus, comme tu installes un OpenJDK. D'accord? Et à part ça, notre plugin Maven va simplement, pourvu que tu aies mis le GraalVM Home qui va bien, va aller utiliser la JVM et faire la compilation. Ça prend du temps, la compilation. Vous avez vu là sur cette application qui est relativement simple, mais complète, ça prend à peu près 3 minutes. Voilà. Plus l'application va être compliquée, plus ça va être long.
Donc c'est idéal de mettre ça sur d'une CI plutôt que sur chaque poste du développeur, par exemple. Peut-être une dernière question. Les extensions, ça a l'air bien, mais qu'est-ce qui arrive si on veut utiliser une librairie qui n'a pas d'extension? Est-ce qu'il y a un moyen d'en créer, en fait? Donc, je ne vais pas répéter la question, puisqu'elle a été dite dans le micro. Je vais séparer le framework de la librairie. Donc, une librairie qui vraiment, genre une librairie à la Guava, il se peut qu'il y ait des instructions de bytecode qui ne soient pas vraiment supportées par GraalVM aujourd'hui, mais c'est plus un bug qu'autre chose, ou alors s'ils abusent un peu de la réflexion, des choses comme ça. Mais en tout cas, s'ils ne sont pas dans ces limitations-là, il y a moyen de corriger ces bugs-là upstream ou alors faire un truc qui s'appelle des substitutions dans GraalVM qui dit quand tu vois ce morceau-là, au moment de la compilation, remplace-le par ce bout de code-là. Donc ça permet de patcher les frameworks sans avoir à faire le changement upstream. Et ça, c'est relativement minimaliste et tu vas pouvoir utiliser ces librairies-là. Sur des librairies un peu plus compliquées, notamment qui font de l'IO, de la réflexion, etc., que je vais appeler des frameworks, là, il y a un gros intérêt à écrire une extension, pour le coup, qui va faire l'intégration entre ce framework-là et tout ce dont j'ai parlé, la réflexion, faire le démarrage au build time, etc. Tu as des niveaux de qualité d'extension conceptuellement. Tu peux dire, moi, je vais tout démarrer au runtime et juste lister les classes pour faire la réflexion. Ça, c'est la mode un peu crado, mais du coup, tu vas consommer plus de mémoire. Et puis, tu as des niveaux avancés, comme on a fait nous. On a déplacé beaucoup de travaux, notamment sur Hibernate, au build time plutôt qu'au runtime. Et c'est là où tu gagnes, tu as vraiment des gains super forts. Donc, moi, ce que je recommande, c'est aux gens d'écrire des extensions. Tout le monde peut écrire une extension. Alors la doc, il y a encore du boulot, mais on a envie de travailler là-dessus et notamment de faire un Quarkus Create Extension pour te créer un projet de base et travailler là-dessus, comme il y avait des modules dans Play par exemple. Voilà, merci beaucoup d'être venu.